Driss Ghali, bonjour, bienvenue sur Frontières et merci d'avoir accepté de faire cet entretien avec nous. Vous êtes écrivain, homme politique et conférencier, vous êtes également diplômé d'une école d'ingénieur et de commerce et vous avez beaucoup écrit sur les thématiques de l'identité, de la colonisation ainsi que de la violence. Si vous êtes aujourd'hui présent dans ce fauteuil, c'est pour nous parler de votre nouveau livre, L'identité d'abord, lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître, paru aux éditions L'Artilleur. Avant de commencer cet entretien, je rappelle à tous nos auditeurs que notre hors-série Invasion migratoire, Les coupables, est disponible sur notre site internet www.frontieremedia.fr et dans plus de 5000 kiosques. J'invite évidemment tous les auditeurs à soutenir Frontières en s'abonnant au magazine. Donc, conformément à la tradition de cette émission que vous connaissez bien, Driss Ghali, je souhaitais vous faire réagir à cette citation de John McCain, ancien candidat républicain à l'élection présidentielle américaine, qui disait « Vous savez, la France me rappelle un peu une actrice vieillissante des années 1940 qui essaye encore de vivre sur ses anciennes gloires, mais n'a plus le visage pour cela. » Alors, quand vous entendez cette citation, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez ce constat? Il est sévère, McCain, qui vient de mourir, je crois, il n'y a pas longtemps. Il est sévère et un peu désespérant. Je pense que la France est une femme, donc il est actrice, femme. La France est féminine, c'est une puissance féminine. Ça ne veut pas dire qu'elle est faible, elle est forte. Les femmes sont plus fortes que les hommes. Il faut voir les douleurs de l'accouchement. Donc là, oui. Oui, il y a un déclassement français, il y a une espèce de désespoir français, c'est-à-dire que si on file la métaphore féminine, c'est une femme qui a fait un très mauvais mariage. Elle a choisi le voyou comme mari et elle a abandonné le prince. Le voyou, la pensée de gauche, l'européisme, le globalisme, l'immigration, la mauvaise immigration, c'est-à-dire le culte du voyou, surtout s'il est d'origine étrangère, et le refus de tout ce qui faisait tout ce qui est bon, c'est-à-dire le travail, la noblesse d'âme. On a une fascination pour le voyou. Vous voyez les rappeurs et certains acteurs qui sont d'authentiques voyous, et qui sont portés sur un piédestal, alors que les bons gars sont méprisés, c'est des ploucs. Voilà. Cette femme se réveille aujourd'hui et elle est désespérée. Et elle a besoin d'abord d'espoir, d'une lumière, parce qu'elle croit qu'elle est finie. On lui dit qu'elle est finie, et elle a besoin d'un plan de vol pour s'en sortir. Et c'est un peu le but de mon livre, c'est de proposer une lumière. Tout n'est pas fini, je ne dis pas que ça va être facile, et un plan de vol assez détaillé, qui est la redécouverte de l'identité française, et en faire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas seulement faire l'introspection, s'assumer, faire le coming out, de dire « je suis français et je vous emmerde », entre guillemets, c'est de dire « qu'est-ce que je fais avec ça ?» S'accepter tel quel et en faire quelque chose. C'est ce passage à l'action qui est aujourd'hui rendu impossible par beaucoup de Cassandres qui nous disent que tout va mal, ou par la gauche qui nous disent créolisez-vous et fermez vos gueules. Non, donc c'est l'impuissance. Hein. C'est ce que nous dit Mélenchon, il n'y a rien à faire, vous allez tous devenir des musulmans ou des Africains. En fait, non, il y a plusieurs choses à faire. Avant de continuer cet entretien, je vous rappelle que notre magazine Invasion migratoire, les coupables est disponible en kiosque. C'est une enquête d'une 100aine de pages sur les ONG, les avocats, les juges, les journalistes, tous ceux qui sont coupables de cette invasion migratoire. Une enquête à retrouver dans les kiosques. Si notre travail vous plaît, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager cette vidéo et à commenter. Et la question de l'identité, elle est centrale, mais pour vous, que représente l'identité française? Et quels défis voyez-vous dans la préservation, la redéfinition de cette identité? Alors, question fondamentale, alors, je vais essayer de définir l'identité après l'identité française, parce que tout le monde parle d'identité, mais personne ne la définit. On vous la définit par Charles Trenet, De Gaulle. Non, l'identité, c'est d'abord un héritage et un projet. Et l'héritage, Dieu sait qu'on peut le dilapider comme on peut le fructifier. Donc, c'est un héritage qui est génétique. Donc, qui n'est pas négociable. Hein. Vous naissez blanc, noir, beau, moche, ça, c'est pas démocratique, la vie. C'est un héritage qui est culturel et émotionnel. Quand vos anciens vous ont passé par l'inconscient collectif, qui se transmet d'une génération à une autre, par les paysages, par la culture, ils vous ont passé une manière d'être, une manière de voir les choses, des réflexes, une esthétique, une sensibilité. Donc ça, c'est un héritage. Donc l'héritage, c'est votre visage, on va dire. C'est la carte d'identité, le visage individuel, mais aussi vous avez un visage social. C'est votre comportement, votre attitude. Être un bon gars, un sale type,
un gentil garçon, un leader ou pas. Ça, c'est votre visage au sens ample. Au sens, d'un point de vue collectif, le visage de la France, c'est son peuple, qui est majoritairement blanc, mais ce sont aussi ses paysages architecturaux. Ce sont ces paysages, le vignoble, voilà, c'est tout ça l'identité. Donc c'est largement un héritage. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est le projet. Ok, je suis né français, allez, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est ce projet-là. Et le projet français, il est évident, c'est la grandeur. Ce pays, soit il est grandiose, soit il est médiocre. On ne peut pas être un moyen. On n'est pas la Belgique, on n'est pas la Bulgarie, on n'est pas la Suisse, parce que ce pays est né sur une idée politique. On mélange les Français avec la royauté, la République. Parce on aurait pu être breton, bourguignon, chacun de son côté. On a mis le peuple ensemble, on l'a un peu obligé à se mettre ensemble, et pour un projet de grandeur. Et ce projet de grandeur, nous l'avons complètement évacué, parce qu'on dit au peuple, à cette femme, à cette actrice, tu vas mourir dans un tombeau, comme les pharaons, qui s'appelle l'Europe. Voilà, la bonne blague. C'est pas un projet, ça c'est un projet de mort. Et on a besoin d'un projet. Donc l'identité, c'est pas seulement la couleur de peau, ces choses-là, c'est important. Mais c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on a une mission. L'identité, il y a une notion de mission là-dedans. La mission américaine, c'est un impérialisme dans leur hémisphère, c'est une certaine violence, c'est le pays de la puissance violente. Nous, on est différents. Nous, c'est plus la grandeur intellectuelle, militaire aussi, mais on n'est pas un pays de conquête, on est un pays plus de rayonnement. Il y a une lumière dans ce pays, et il est complètement voilé aujourd'hui, parce qu'on lui a mis un masque ninja, cette femme, pour continuer cette métaphore, elle est voilée, pas par les islamistes, c'est par les propres Français. On lui a dit, tu n'es pas française, tu es une femme, tu es européenne. Et tu n'es même pas une femme d'ailleurs, parce qu'une femme, c'est une construction culturelle, tu es un homme qui s'ignore. Enfin, on l'a lézardée de coups de couteau, cette femme. Hein. Et ce sont largement les Français qui ont fait ça. Les immigrés, il y a bien sûr une responsabilité, mais il y a un malheur identitaire français qui est né de 40 ans d'incurie de gauche. Hein. Et vous parlez d'un projet français. Oui. Beaucoup d'étrangers et de personnes d'origine étrangère aimeraient s'y assimiler. Comment on définirait quelqu'un qui est assimilé ? Alors, l'assimilation, c'est un mauvais mot, en fait, à mon avis. Parce qu'au fond de l'assimilation, il y a la notion de francisation. Devenir français. Un gros mot, voilà, tabou. C'est devenir français, ça veut dire changer de prénom, notamment. Moi, je m'appelle Driss, je ne m'appelle pas Vincent, donc je ne suis pas à 1000% assimilé. C'est aussi, dans le cas le plus, disons, idéal, c'est la conversion à la chrétienté, à une religion chrétienne, protestante, catholique, plutôt catholique, la France est vraiment là. Et donc ça, c'est la francisation, ça, c'est l'assimilation parfaite. Maintenant, bien sûr, il y a plusieurs degrés d'assimilation. Alors, aujourd'hui, l'assimilation, elle est en panne. Enfin, l'assimilation est un sport d'élite, un hobby pour l'élite, parce que c'est pas l'élite financière ou économique, c'est très compliqué, parce qu'il faut une grande agilité mentale, émotionnelle, et surtout, au fond de l'assimilation, il y a une capitulation. Ça, on ne le dit pas aux gens. Pourquoi je vais devenir comme vous? Parce que j'estime que vous êtes supérieur à ma culture, supérieur à moi. Et donc c'est une bonne capitulation. C'est comme quand on capitule devant Dieu, devant Jésus. On dit, OK, je ne suis pas grand-chose. Dieu, Jésus sont les souverains dans la religion catholique, chrétienne. Et voilà, je suis chez nous les musulmans, abd, je suis leur esclave. Le musulman, il appelle le fidèle l'esclave. Mais c'est un esclave noble, parce qu'il y a certaines soumissions qui élèvent. Eh bien, l'assimilation, c'est une capitulation. Est-ce qu'on est vraiment capable de faire capituler 10 millions de musulmans, d'Africains en France? Mais c'est une bonne capitulation. C'est pour ça qu'elle est réservée à une minorité. Et moi, dans ce livre, je dis, les gars, puisque j'aime la France, je lui dis la vérité, en tout cas ce que j'ai compris, il faut trouver une autre... Ceux qui vont s'assimiler, mais à côté, il faut accepter de vivre avec des gens qui ne sont pas assimilés, mais qui sont associés au projet français et qui vivent avec vous dans un monde où vous êtes hégémonique. Ce qu'il ne faut surtout pas perdre en France de vue, c'est l'hégémonie française. Le peuple de souche est hégémonique. C'est lui qui fixe les règles du jeu. Sinon, d'autres vont les fixer pour lui. Les peuples, vous voyez ce qui se passe en banlieue.
Enfin, vous avez 700 zones de non-droit selon le ministère de l'Intérieur. Ça veut dire qu'il y en a 1400 ou 2000. Ce sont des zones où l'hégémonie elle est plus française. Donc c'est une catastrophe. Et c'est au peuple de souche d'être responsable de l'hégémonie. Et l'hégémonie, ce ne sont pas seulement les lois qui l'installent, c'est l'exemple. Il faut donner l'exemple, il faut être puissant. Donc il faut... Après, bon, j'arrête de parler ici. Ça veut dire arrêter de la culture de la paresse et de la dilution dans l'Europe et tout ça. On est puissant, on travaille, on en veut, quoi. Il faut rétablir la hargne collective. Après, il y a la notion de projet, mais on peut en parler plus tard, si vous voulez. Il y a une question peut-être que je vais vous formuler qui va être un petit peu plus personnelle dans votre parcours. Bon, vous êtes un musulman marocain, étudiant en France, puis cadre supérieur au Brésil. Est-ce que ça a été crucial dans votre quête d'identité personnelle? Comment ces différentes cultures vous ont-elles justement influencé? Oui, ça a été crucial parce que c'est en étant en minorité que l'on se comprend. J'ai toujours été minoritaire, surtout au Brésil où il y a très peu de musulmans, il y a beaucoup d'Arabes, mais il y a Sao Paulo, où je vis, est une ville, il y a peut-être 300 000, 500 000 Libanais, mais souvent chrétiens. C'est en étant minoritaire qu'on se comprend, c'est en étant confronté à l'autre que l'on se comprend, parce que l'autre vous jette un défi. Moi, je suis marié avec une Brésilienne catholique. Tous les jours, c'est le traité de Versailles. Hein. C'est la cuisine, la vie, les valeurs, les réactions, la relation homme-femme. C'est là où je me suis compris moi-même. Ce que nous avons aujourd'hui en France, vous avez des diasporas qui comptent déjà des millions il y a peut-être au moins, à mon avis, 2 millions de Marocains. Selon le président algérien, il y a 6 millions d'Algériens en France. Donc les gens vivent entre eux, les Kosovars sont entre eux, les Albanais sont entre eux, les Maliens entre eux, les Sri Lankais sont entre eux, les Pakistanais vivent. Donc ils n'ont pas besoin de se définir, parce que l'autre est un reflet fidèle de ce qu'ils sont. C'est un miroir. Le voile, la langue, les valeurs, les fêtes religieuses, la victimisation, c'est quand on est c'est pour ça que ce sont des prisons, au fait, de l'identité. Les gens ne se connaissent même pas eux-mêmes. Parce qu'ils ne se posent pas la question. C'est quand on est en minorité, quand on est en difficulté, que l'on compare son identité à celle des autres. Et c'est comme ça que j'ai compris que dans l'identité française, il y a des choses qui sont supérieures à mon identité d'origine, qui est l'identité marocaine. Vous avez inventé le cartésianisme, vous avez inventé la rigueur, la discipline, et vous avez surtout inventé le fait de penser contre soi, ce qui est une notion complètement étrangère à l'islam et à l'Afrique du Nord. Penser contre soi, c'est périlleux, mais c'est ça qui sauve. C'est le principe de la confession. Je me confesse. Je dis au prêtre, j'ai péché. Et c'est le principe de la psychanalyse. Le divan, c'est une autre confession. Avec le psychologue ou le psychanalyste, s'il est bon, c'est qu'il vous amène à comprendre que vos malheurs ou vos réussites dépendent que de vous. Nous, dans le monde musulman et dans le monde nord-africain, nous ne sommes pas capables de ça parce que nous avons essayé de le faire, nous l'avons fait très bien en Andalousie et ailleurs, mais les oligarques, on va dire, et les bureaucrates de la religion ont mis une chape de plomb. Donc on ne pense pas contre nous. Donc c'est toujours la faute des autres, la faute des Français, des Juifs, des Américains, des francs-maçons, voilà. Donc je pense que l'identité sera mon dernier mot, c'est une sédimentation. Il y a plusieurs couches. Il y a au moins une couche marocaine, arabe, musulmane, très bien. Je ne peux pas l'arracher. Je peux l'arracher, mais c'est périlleux. Et il y a une couche française, puis il y a une couche latino-américaine. Et c'est le fait d'avoir été en minorité qui m'a permis ça. Et justement, avant que vous parliez de zones de non-droit, vous avez souvent discuté de l'ensauvagement de la France. Pouvez-vous plutôt clarifier ce concept et comment il se manifeste dans la vie quotidienne des Français? Alors, la France, c'est un pays unique dans le monde, singulier, qui a réussi à civiliser ses citoyens. Ça veut dire les féminiser, ça veut dire les convaincre de renoncer à la violence. Ce n'est pas le cas de l'Afrique du Nord, ce n'est pas le cas de la Somalie, ce n'est pas le cas de l'Afrique, ce n'est pas le cas de... la France est très comparable à la Thaïlande ou aux pays asiatiques où il y a le principe de courtoisie extrême. Japon, voilà. Je ne connais pas la Chine, mais je pense que ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce sont des civilisations qui ont réussi un tour de maître, un coup de maître, de convaincre l'homme et la femme de renoncer à la violence, ce qui est très rare, très difficile, parce que nous sommes tous violents et programmés pour tuer avec la main ou en meute. Donc, ça c'est le travail de la France, de la monarchie, de l'Église surtout, et la République a continué ce travail-là.
Donc, on est un pays de gens civilisés. Il y a toujours eu des criminels, la cour des miracles, tout ça, mais il y a eu civilisé. L'ensauvagement, c'est la sortie de ça. C'est-à-dire, l'homme se redécouvre tel qu'il est, une bête. Une certaine immigration a amené des peuples qui ne sont pas passés par cette civilisation-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des sauvages, mais qu'ils n'ont pas eu besoin historiquement de se civiliser autant, de se déviriliser autant. Je parle de l'Afrique du Nord, ce sont des peuples qui n'ont jamais eu d'État. Même quand il y avait un État, il n'était pas très présent. Il récoltait l'impôt, il laissait les gens se débrouiller tout seuls, notamment pour se défendre. Donc une culture très agressive où l'être humain est tout seul face à la meute. Ou en groupe. Vous avez les lynchages en groupe, ça c'est les tribus. Moi je vois des lynchages, malheureusement dans le métro, enfin les trucs qu'on voit à la télé, pas à la télé, dans les réseaux sociaux, parce que la télé, elle ne peut pas montrer la réalité. Sinon l'ARCOM coupe la licence. C'est des comportements tribaux. C'est moi contre tout le monde. C'est des attaques à 20 contre 1 qu'on voit dans les banlieues ou même ailleurs. C'est le comportement tribal nord-africain, africain ou autre, sri-lankais ou autre. Vous avez ça. Donc l'ensauvagement, c'est d'abord amené par l'immigration qui amène des peuples qui n'ont pas, qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas assez travaillé l'homme en profondeur, qui ne l'ont pas convaincu de renoncer à la violence. Maintenant, nous avons un mimétisme. C'est terrible, une contamination. Vous avez des Français de souche, souvent des classes les plus basses, qui sont dans des écoles où il y a 90% d'immigrés. Faut voir les trombinoscopes des écoles, c'est un truc de dingue. C'est le grand remplacement au carré, il faut voir les trucs de fou. Mais on n'a pas le droit d'en parler. Ils ont, par mimétisme, acquis cette culture nord-africaine, africaine. Et vous avez maintenant des Steven, des Owen, des je sais pas quoi, des Kilian, ou des Pierre, qui se sentent sauvages. Et même, je dirais, la prochaine étape, on la voit déjà. Vous aurez des Français de souche, classe moyenne, qui vont commencer à taper les flics. Ils frappent déjà les maires. Dans des communes 100% blanches, les maires ne veulent plus être maires. Les maires M-A-I-R-E-S. Parce que vous avez des contribuables, les administrés, qui cassent tout. Parce que la violence, c'est comme une tache d'huile. Hein. Si je vois que mon voisin est violent, ça me réveille en moi. C'est comme le sexe. C'est les hormones. Vous allez dans un... Je ne parle pas évidemment d'expérience personnelle. Vous allez dans une maison close, dans un pays latin festif, vous vous dites, je vais boire une bière, mais il y a tellement d'hormones dans l'air. Il y a tellement d'exemples de ce qu'on peut faire avec ces hormones et ces femmes et cet amour collectif. On se dit, on peut être tenté. La violence, c'est pareil, parce que nous sommes des animaux. Le cul, excusez-moi d'être très cru, le cul et la violence, c'est le même principe. C'est un principe de suprématie. Et donc, vous voyez maintenant des Blancs, classe moyenne, qui pètent des câbles. Et ça, c'est la contamination. Donc ça, c'est l'ensauvagement au sens ample du terme. Et conclusion, ça veut dire qu'on est en train de ruiner, de mettre dans la chasse d'eau 2000 ans de civilisation. Félicitations à la gauche, mais pas seulement. Nous sommes complices aussi. Parce que vous avez, on s'occupe plus des gosses. Mère célibataire, comment voulez-vous qu'elle s'occupe vraiment d'un adolescent? Un enfant, c'est mignon, mais de 12 ans à 18 ans, nous avons été terribles. Et justement, cette importance de l'éducation, elle est singulière, elle est importante. Quelle est l'importance de l'éducation et de la culture dans la lutte contre les divisions sociales et les phénomènes de séparatisme qu'on vient d'aborder, que vous décrivez? Ça se passe à la maison, souvent. À la maison, malheureusement, dans certaines familles immigrées, on apprend la haine de la France. Alors, soit c'est ouvert, vous avez vu dans les cas de M. Paty, hein, les parents d'élèves étaient pire que les élèves. Ils leur ont enseigné la haine de la France, la méfiance par rapport au christianisme, à la laïcité. Ça se passe aussi de manière beaucoup plus tacite, en disant il y a eux et nous. Le eux et nous, hein, c'est le début de la violence. Hein. En général, la violence, on l'inflige à autrui. Donc, quand je dis je suis pas français, tu n'es pas français, mon fils, tu es algérien, tu es marocain, tu es je sais pas quoi, on crée une frontière invisible qui permet le passage à l'acte. Et il y a bien sûr une éducation très française qui crée des bisounours, mais qui crée des gentils. Et nous sommes encore un pays d'élite, hein, vous créez des ingénieurs de grande qualité, des littéraires de grande qualité, des juristes de grande qualité, mais qui ne savent plus se défendre. Parce qu'on leur a dit, la violence, c'est pas bien. La légitime défense, c'est interdit. Si tu as un problème, appelle les flics. Si tu as un problème, porte plainte. Or, on est dans c'est bien. Mais d'abord, les temps ont changé.
Et on a affaire à des cas sociaux, ce que j'appelle dans le livre des enfoirés, qui ne méritent pas ça, qui ne méritent pas l'état de droit, qui doit être dissuadé. Et on peut dissuader quelqu'un avec un regard, avec une promesse de violence. Au fait, nous sommes arrivés dans une époque, c'est terrible, mais je crois que c'est vrai, où il faut être capable d'exprimer sa pire version, la pire version de soi-même. Au moins dans la promesse. Et ça, malheureusement, les parents d'élèves, les parents vont devoir désinhiber leurs enfants, hein, leur apprendre à se réapproprier cette promesse de violence. Et enfin, un dernier point, l'éducation française, elle forme des individus. Parce qu'on sait que l'État est là. Il y a toujours la promesse du RSA. Si je rate tout dans ma vie, le RSA, donc je suis très individualiste. Parce que je risque rien. Or, la violence qui s'installe aujourd'hui, elle exige le collectif. Vous voyez, vous avez 20 contre 1 dans les agressions. Vous avez des populations qui sont collectivistes, on va dire, et le français de base, il est individualiste. Alors qu'il faut qu'il réapprenne le collectif. Et l'identité française, c'est aussi le collectif. On est responsable des autres Français. Il n'y a pas que ma pomme. Parce que c'est un projet, la France. C'est un projet où tout le monde est tout le monde, la solidarité. Et la première solidarité, c'est la solidarité physique. Et là où on forme des individualistes qui vous disent, écoute, t'as un problème, j'appelle les flics, démerde-toi. Malheureusement, les temps ont changé. Et c'est pas la faute, je veux dire, c'est pas ma faute, c'est pas votre faute. Vous avez 40 ans de gauche qui ont fait ça. Si un procès de Nuremberg, il faut le faire au lieu de Solferino. Et vous évoquez la résignation face à la médiocrité au sein de la société française. Selon vous, quelles en sont les conséquences pour le progrès et l'identité collective des Français ? On a confié les clés du pays à des médiocres ambitieux. Alors je répète les termes que m'a enseigné mon éditeur qui est plus prudent que moi, je le remercie. Moi, je dis enfoiré. Le pays est entre les mains d'enfoirés, d'authentiques enfoirés. Je m'excuse. 3 000 milliards de dettes, c'est un travail d'enfoiré. L'ensauvagement qu'on vient de décrire, c'est un travail d'enfoiré. Les frères musulmans partout, c'est un travail d'enfoiré, qui n'ont pas mis en place les digues contre l'islamisation de notre population. Le décrochage industriel français, c'est un travail d'enfoiré. Comment on a pu croire et laisser faire la fable d'un pays, du mythe, d'un pays sans usine? Comment a-t-on pu démanteler le nucléaire français, civil? Comment a-t-on pu fermer Fessenheim? C'est un travail d'authentiques ennemis de la nation. Et ils sont ennemis, d'abord, ils sont méchants. Je définis l'enfoiré. C'est un profil psychologique très intéressant. Ils sont méchants, suprémacistes. Ils ne laissent pas de place aux gens bien. Ils colonisent tous les endroits. Le nucléaire français, Areva, la fonction publique, le CAC 40, bien sûr les universités, tout ça. Ils sont partout. Et comment a-t-on pu, par exemple, libérer le Marocain qui a tué Philippines? Une fois, 2 fois. Enfin, c'est un travail d'autant. Je suis désolé, c'est un travail d'enfoiré. Donc, évidemment, d'abord, ça met ça met la nation en crise. Parce que comment voulez-vous penser votre identité si votre fils fait violer? Ou vous êtes préoccupé du matin au soir par le chemin que va faire votre gosse qui a 11 ans ou 12 ans, qui rentre de l'école ou du collège. Vous ne pensez plus à rien. C'est une nation qui est en panne. Et ça réveille les pires pulsions. D'abord, aujourd'hui, il y a la peur. Les gens ont peur. Demain, ils vont devenir bêtes. Et vous aurez le retour du vrai racisme, pas le racisme de SOS Racisme, qui est un racisme anti-blanc. C'est un retour le racisme pour faire des blancs des victimes. Et vous aurez le vrai racisme charnel. Un refus de... Moi, je suis très inquiet parce que vous allez voir des Français qui vont refuser tout ce qui est arabe et musulman, ou noir. Il y aura des injustices parce qu'il y a des flics arabes et musulmans et noirs. Il y a des excellents chirurgiens algériens aujourd'hui à Paris en train d'opérer les gens. Chirurgien marocain, j'en ai connu un en centre de la France, il opère des genoux, extraordinaire. Les gens vont devenir tellement bêtes parce qu'ils auront compris le danger qu'ils vont rejeter même ce chirurgien-là. C'est injuste. Parce qu'on peut vivre ensemble sous certaines conditions, bien sûr. Et c'est ça le grand danger aujourd'hui, c'est que les abrutis
qui nous ont gouvernés, qui nous gouvernent encore, ils vont nous mettre, et on fonce à 100 à l'heure sur le mur. Quand on va se le prendre, on va s'exploser et on va oublier la civilisation. Et là, vous aurez vraiment quelque chose de très moche. C'est la laideur de ce qui arrive et qui, moi, me fait très peur. C'est pour ça que je prends la parole, parce que je n'ai que des coups à prendre. Mais il faut éviter de se prendre le mur. Et cette complexité, ces relations conflictuelles, alors là, pour revenir sur un aspect plus international, Oui. on a vu aussi les relations un petit peu tendues entre la France et l'Algérie. Oui. Est-ce que pour vous, cette relation internationale, elle est vouée à être délétère pour toujours, du fait de notre relation historique intime qui est liée à ce pays du Maghreb? Avec l'Algérie, ouais. Bon, l'Algérie, c'est typiquement un cas d'école identitaire. Hein. Le problème, au fond, c'est l'identité algérienne. C'est-à-dire que l'Algérie est un pays neuf. Ce n'est pas péjoratif. Israël est né il y a 60 ans, 70 ans. Les États-Unis sont nés il y a 200 ans. C'est pas un problème. Hein. L'Argentine est née il y a 200 ans. Il n'y a aucune fierté d'être un vieux pays. Hein. La fierté, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est l'impact, c'est le bilan, c'est le projet. L'Algérie est un pays neuf, né, accouché par la France, dans la violence. La guerre d'Algérie, la conquête de l'Algérie. Donc, je dis souvent, c'est une césarienne sanglante qui a donné à l'Algérie. Mais l'Algérie est la fille de la France. Et elle ne veut pas l'admettre. Parce que la France est chrétienne, l'Algérie est musulmane. Donc, comment puis-je être la fille d'un Nazaréen, comme on dit chez nous en Afrique du Nord. L'Algérie est pillée par un régime militaire oligarque corrompu. Ce régime a convaincu l'Algérie de ne pas regarder ça et de n'avoir de Dieu que pour la relation avec la France. Donc l'identité algérienne est devenue une identité de victimisation. Tout va mal à cause de la France. Donc vous avez une identité qui est cassée. Au lieu de dire aux Algériens, au lieu de faire des Algériens des êtres libres qui pensent par eux-mêmes, on leur a dit non, tu ne penses pas par toi-même. Parce que s'il pense par lui-même, l'Algérien, il va dézinguer le régime militaire. C'est quand même un pays pétrolier. Ça devrait être le Dubaï de l'Afrique du Nord. C'est un pays béni par ils ont tout. Hein. L'Algérien, je généralise, se recroqueville sur la haine de la France. Et enfin, vous avez un problème identitaire aussi. L'Algérien a du mal à se définir. Moi-même, j'ai eu du mal à me définir, donc ce n'est pas un reproche. Hein. Parce qu'on lui a dit, le régime militaire, pour l'enfumer, lui dit, tu es arabe et musulman. Alors qu'il n'est pas arabe et musulman, il est musulman, d'accord, mais il est surtout berbère arabisé. C'est une identité plurielle. Je vous dis, c'est une sédimentation. Il y a la couche berbère, la couche arabe, il y a la couche méditerranéenne, il y a une identité méditerranéenne. L'Algérien est très proche du Corse ou du Marseillais. D'ailleurs, Marseille est une ville algérienne. C'est la capitale de l'Algérie française. Grâce à la gauche et à l'immigration, le rêve fou de l'OAS a été exaucé. L'Algérie française existe, et elle existe en France. Bon, je ferme la parenthèse. Donc l'Algérien, il n'a pas le droit de revendiquer cette identité plurielle. Parce que sinon, il va en tôle. S'il dit qu'il est kabyle, il va en tôle. S'il parle le kabyle, il va en tôle. Il y a une identité bédouine, saharienne en Algérie, qui n'est pas du tout prise en compte. Parce que le Sahara n'a jamais été algérien. Le Sahara, Tamanrasset, Gredaya, tout ça, ça n'a jamais été algérien. Ça a toujours été libre. Ça n'a jamais... Les Turcs se sont limités toujours à la lisière du désert, parce que ça n'intéressait pas. Et puis, il est très difficile de contrôler le Sahara. Les Bédouins sont très, très durs, très farouches. Donc ça aussi, il faut l'intégrer. Il faut du temps pour l'Algérie pour l'intégrer. Mais comme les intellectuels ont peur de passer à l'acte et de travailler, parce qu'ils vont en tôle, Boualem Sansal, en tôle. Comme le régime est complètement vicieux, l'Algérien a mis à la place de cette énergie plurielle, de cette identité plurielle, il a mis identité-énergie, hein, là-dessus. Les protéines de l'individu, c'est son identité, hein, d'un point de vue spirituel et voilà. On a mis à la place une identité vide, creuse, qui se résume à l'anti-France. Ah, comme ça, on ne se pose pas la question. Malheureusement, ça flingue la performance algérienne. C'est un pays qui doit être beaucoup plus haut que ça. Il vaut beaucoup plus que ça. Et donc, pour revenir à votre question, l'Algérie va mal dans sa peau et elle vous en veut. Donc, il n'y a pas de solution, au fait. Il y a juste du containment. L'Algérie doit se guérir toute seule. C'est un problème algérien. Il faut le véritable héros algérien, le champion du futur algérien, c'est celui qui va aider l'Algérie à créer cette identité et à mettre la France à sa place. La France est au cœur de l'identité algérienne, de l'âme algérienne. Il faut qu'elle en sorte à sa juste mesure. Ça, c'est le travail des Algériens. Vous avez juste à dire aux Algériens hystériques. Ils ne sont pas tous comme ça, heureusement. Il y a des grands Algériens. Les gars, faites le job
Faites votre job d'introspection et arrêtez de nous agresser. C'est le maximum que vous puissiez faire. Et pour rester sur un point de vue plus actuel, la France, elle est actuellement, vous le savez, en plein bras de fer avec l'Algérie, notamment sur la question des influenceurs algériens, qui appellent à la violence, qui appellent à des mises à mort, à de la torture. Pourquoi nous sommes dans l'incapacité de riposter face à ça? Parce que nous avons oublié que nous sommes Français, nous nous sommes oubliés nous-mêmes, et nous idéalisons l'étranger, quel qu'il soit, et nous avons été convaincus par 40 ans de gauche que nous sommes impuissants. Et donc nous entendons des inepties totales dans la bouche de personnes intelligentes et influentes, françaises de souche, qui vous disent « Ah, l'accord de 68 sur les visas, c'est un accord international, donc on ne peut pas le rompre. » J'ai entendu cette bêtise. Alors que Trump, en 2 heures, il est sorti de l'OMS, de l'UNESCO probablement, du traité sur le climat de Paris, voilà, et il a convaincu les Colombiens de reprendre leurs trafiquants, prisonniers aux États-Unis. Et nous, on est infoutus de refaire un accord, un traité international. Et moi, je dis en plaisantant, même les liens sacrés du mariage, nous acceptons qu'ils soient rompus. Alors que pourquoi on ne peut pas rompre un accord avec l'Algérie? Voilà, c'est un problème identitaire en France. On est convaincu qu'on est impuissant, qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire contre l'immigration, contre l'Europe, contre l'Algérie, contre les voyous, contre les méchants. On ne peut rien faire. Donc on ne fait rien. Vous parlez justement de la gauche, j'aimerais vous faire réagir à une citation de Jean-Luc Mélenchon, des mots qu'il a prononcés très récemment. Alors je commence. Oui, il y a un grand remplacement. Ce remplacement est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. C'est une citation criminelle, je trouve. Criminelle. Parce que c'est l'impuissance. On viole ta fille, tu dis rien. Il faut aller voir la justice, d'accord, qui va lui donner 30 mois de sursis. Voilà. On harcèle ta femme dans le métro, tu fais rien, parce que non, sinon tu es raciste. L'Europe te met à poil, tu fais rien. On te confine chez toi à la maison pendant 2 ans, tu dis rien, parce que voilà, c'est comme ça vient d'en haut, et ainsi de suite. Et là, on dit aux Français, vous allez mourir, parce que le grand remplacement, c'est une euthanasie du peuple français. Tu dis rien et même tu applaudis, sinon tu es raciste. Et puis c'est criminel aussi d'ignorance. Bien sûr, chaque génération remplace l'autre, mais comme je vous dis, l'identité est un héritage. La tronche de la génération, le visage de la génération, il n'a pas été décidé par cette génération-là. Ce sont ses parents qui ont fait l'enfant, quand même, et qui ont décidé de son visage et de sa culture, parce qu'ils ont transmis des valeurs. Donc c'est complètement stupide comme déclaration. Au fait, c'est un tour de passe-passe. Lui, il propose la créolisation, il n'en croit pas un mot. Au fait, il veut nous faire passer la pilule qui est de l'islamisation et de l'africanisation. La créolisation n'existe pas. Nous n'avons pas la vocation de devenir Miami, où on a créolisé les Cubains et les protestants américains, ni la Martinique, où vous avez fait des Français. Magnifique réussite. Ou la Réunion, où vous avez des Français, même beaucoup de musulmans à la Réunion, ça se passe très bien, des Français qui boivent du rhum. Parce que quand il dit créolisation, c'est de l'enfumage. Parce que les Français, quand ils voient créole, ils pensent à la magnifique métisse avec la banane et le rhum. Et que tout le monde a envie de flirter avec. Parce que l'assimilation, c'est aussi le mariage et le flirt, c'est le mélange du sang. Non, il n'y a pas de créolisation. Il y a l'islamisation et l'africanisation. Et donc c'est criminel, c'est honteux. Et M. Mélenchon n'a pas besoin de ça, il est déjà vieux, donc il aurait dû avoir la sagesse des anciens, parce qu'il y a beaucoup d'anciens, il y a beaucoup de retraités ou des gens du troisième âge qui n'ont pas la sagesse, ils ont des cheveux blancs, mais ils n'ont pas la sagesse, M. Mélenchon. Donc il aurait dû avoir la sagesse, en plus il n'a pas besoin, il a déjà fait une belle carrière politique, c'est bon. Et puis, je te dernier mot, lui qui est né à Tanger, qu'il aille dire aux Marocains, créolisez-vous, au grand remplacement. Allez. C'est vraiment un truc, mais c'est abject. Alors là, on parlait des Marocains, mais vous vous adressez aussi, et majoritairement peut-être, à un public français. Oui. Vous écrivez aux Français dans votre livre. Quel message principal souhaitez-vous transmettre à ce public en particulier? En 2 phrases. Assumez votre identité et faites-en quelque chose. Et la deuxième phrase, c'est... Mon précédent livre s'appelait « Français, ouvrez les yeux ». C'était « Ouvrez les yeux sur l'extérieur, sur ce qui vous arrive, les phénomènes de société ». Maintenant, c'est, je vous dis, « Français, réconciliez-vous avec vous-même, avec vos défauts
assumez-les, mais ne faites pas une fixette dessus, et avec vos avantages, vos centres d'excellence. Vous n'êtes pas fini, il suffit juste de vous réconcilier avec vous-même, d'éminer la colonisation, Vichy, tout ça, parce que vous êtes attendu au fait. Vous avez une mission. Ce pays a une mission qui est la grandeur. Et on ne peut plus continuer à être sur le divan du psychanalyste en train de se morfondre. Il faut passer à l'acte. L'avenir est encore prometteur. Il faut juste faire la paix avec soi-même. Ce n'est pas dormir. Hein. C'est faire la paix avec soi-même, c'est se pardonner et reconnaître que vous êtes un pays qui est de puissance. C'est un pays qui a une responsabilité. Et je vous ai dit 2 phrases, mais on est déjà à 10. Et la responsabilité, notamment des meilleurs de la classe, des meilleurs Français, de monter sur le ring. Pourquoi on est si mal aujourd'hui? C'est que les meilleurs ne montent pas sur le ring. Qui est sur le ring? Mélenchon, Sandrine Rousseau, Darmanin, Le Maire, Olivier Faure, Wauquiez. Parce que les bons, il y en a des bons. Je connais plein de Français très bons, d'origine de souche ou de branche, il n'y a pas de problème, et qui aiment ce pays et qui ont des choses à dire. Mais ils ne sont pas suffisamment aguerris, ils n'ont pas le cuir assez épais, ils sont timides, ils ne montent pas sur le ring. Ce sont nos amis qui sont sur Facebook, qui cliquent. Et je leur dis, les gars, vous êtes responsables de ce qui arrive, et vous avez toutes les chances de l'emporter. Il faut juste monter sur le ring, se mouiller, enfin. Et comment votre statut d'observateur extérieur, enrichi par de nombreuses cultures et géographiques, comment votre perspective elle a enrichi votre compréhension des défis d'identité français? J'ai la chance de ne pas être français. Dans le sens où moi, je suis arrivé en France, j'avais 20 ans. J'étais déjà marocain. Je n'ai pas pu m'assimiler à 1000%. Je pense que je suis assimilé, mais bon. Je dis, je ne m'appelle pas Vincent et je ne suis pas chrétien. Parce que l'assimilation véritable, à mon avis, c'est ça. Donc ça m'a permis d'être toujours, d'avoir un regard original et, comme on dit en brésilien, jogo de cintura, faire le jeu de la ceinture, c'est-à-dire essayer de faire des arrangements. Je passe ma vie à faire des arrangements, des compromis. Et c'est pour ça que je ne suis pas trop clivant, en fait, parce que je me mets à la place des gens, parce que j'ai vécu le drame identitaire. Il faut se mettre à la place des gens, mais ça ne veut pas dire qu'il faut leur pardonner. Il faut leur montrer des parcours d'intégration, des parcours de vie ensemble, pour qu'on puisse fonctionner ensemble et surtout être puissant. Moi, je le dis souvent, très sincèrement, je me moque de faire des Français s'ils sont mauvais. Si on fait des Français au rabais, c'est ce qu'on est en train de faire. Des Français de contrefaçon. Ils ont les papiers, ils se croient français, mais ils ne sont pas français. Parce que le français a besoin de grandeur. Il faut qu'il soit puissant. Si on fait des Français qui ne sont pas productifs, ça ne me sert à rien, moi. Moi, je m'en fous d'augmenter le nombre de naturalisés. Moi, je veux que les Français de souche fassent des Français de souche dignes de leur pays et que les immigrés fassent des gens productifs. Donc moi, je préfère avoir face à moi un grand Marocain, un Marocain amélioré, irrigué par les valeurs françaises, la rigueur, le cartésianisme, le respect de la femme, que d'avoir un Français de contrefaçon d'origine marocaine. Ça ne me sert à rien et ça ne vous servira à rien. Vous êtes en compétition contre la Chine. Ce n'est pas avec des êtres cassés, des êtres au rabais, qui ne produisent pas grand-chose, qui se plaignent tout le temps, qui attendent... Parce que si c'est pour faire des Français qui vous donnent un tableau des lamentations, un cahier des doléances tous les matins, je veux le RSA, je veux le bus, je veux la carte vitale, ça ne sert à rien, vous n'allez pas gagner contre la Chine. La Chine est aux portes de la France, la Turquie, l'Allemagne. Donc, c'est parce que j'ai cette identité plurielle que je perçois ça. Je vois chez mes amis français ou chez mes amis marocains une espèce de rigidité, de fossilisation de l'identité. Ça, c'est au-delà de la guerre civile qui peut arriver, ça, c'est la faiblesse. Parce que il faut essayer d'être un peu comme la danseuse du ventre, d'avoir c'est le côté reptilien qu'il faut, le serpent. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les médecins utilisent le serpent comme. Le serpent, c'est l'agilité, c'est le venin. Le venin peut sauver à une certaine dose. D'ailleurs, la plupart de la pharmacie, tout ça, la pharmacologie, c'est tout remède peut devenir un venin. Et pour terminer sur cette métaphore, vous pouvez prendre une dose de France, à mon avis, pour les immigrés. Une dose excessive peut tuer certains, peut en faire des dingues. Vous avez des dingues, c'est un problème de psychiatrie. Et donc il faut savoir doser ça.
C'est difficile, mais c'est la valeur ajoutée que je veux apporter. Parce que si c'est pour vous dire remigration à 100%, bon, tout le monde dit ça, enfin, si c'est vous dire accepter les musulmans tels qu'ils sont, ben, je ne vous sers à rien. Mais si je vous propose un projet collectif, des parcours comme ça agiles, je pense que je pourrais être utile. Parce que tout le monde est dans sa zone de confort aujourd'hui. La droite identitaire, ouais, on est blanc, on est chrétien, oui, mais on fait quoi avec ça? Et ce n'est pas suffisant pour définir un Français. Blanc, chrétien, cherche la grandeur. C'est ça très important. Donc il travaille, il prospère, tout ça. Et la gauche, bon, Mélenchon, il est dans la zone il est même pas dans la zone de confort, il est dans un trou infect. Et les globalistes, ils vous disent fermez vos gueules, on va faire l'Europe. Bah, tout le monde est, dans un sens, est paresseux. Il faut essayer de sortir de cette zone de confort. C'est pas facile, hein, parce qu'on tombe sur des impasses parfois, mais on est obligé. Et enfin, pour finir de manière un petit peu plus améliorative et joyeuse, vous parlez souvent d'un projet qui est nécessaire pour unifier les Français. Pouvez-vous nous le décrire, de ce que ça pourrait impliquer, notamment à court et à long terme? 2 pieds. Il y a un projet qui va marcher sur deux jambes. Que les Français de souche retrouvent leur identité, ce qui est admirable, qu'ils n'aient pas peur de boire du vin, manger du jambon, et de dire « Vive la France !» et d'imposer leurs valeurs, le cartésianisme, la rigueur, la discipline. C'est pas le pays, c'est pas le pays du chaos. C'est pas le pays de la médiocrité. Dieu sait que certains Français de souche ont complètement oublié que c'est un pays d'excellence. Je vois certaines mairies, les ordures sont mal ramassées, les trottoirs sont défoncés. C'est pas un pays de SDF ici, c'est un pays c'est Versailles quand même, hein. C'est ça l'idéal, bien sûr, c'est un idéal. On l'atteint rarement, mais c'est ça le pays. Et là, vous serez mieux admirés par les populations qui arrivent. Et il faut faire un projet collectif qui, à mon avis, est un projet international. Il faut voir les populations qui arrivent comme elles sont. Elles sont porteuses d'une certaine méchanceté, d'une certaine agressivité. Il faut la retourner, la positiver. Au lieu qu'elle s'exerce contre vous, vous devez l'exercer avec eux contre les autres. Un projet impérialiste, par exemple, refaire l'Europe, mais sur une base française. Nous crevons parce que nous faisons une Europe sur une base américaine ou allemande. Ben, moi, je pense qu'il y a une partie de l'immigration qui pourra se reconnaître dans un projet de dire on fait l'Europe à la Napoléon. Pas forcément en envahissant l'Allemagne, mais en disant c'est nos valeurs. Un projet méditerranéen. Un projet où la France organise la nouvelle Méditerranée. Et là, il faut que ce soit méchant. Parce que les gens ne sont pas des bisounours. Il faut proposer un projet qui projette les populations immigrées hors de France. Parce que là, tant qu'ils ont le regard sur vous, ça va mal se passer. Parce qu'on se compare et on se méprise des deux côtés. Et c'est pas du tout une élucubration, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, les 300 000 tirailleurs sénégalais, soldats marocains, se sont unis aux Français de la résistance pour chasser les Allemands. En Italie, en France et en Allemagne. Durant la colonisation, projet impérial de conquête méchant, qui a conquis Madagascar? Ce sont les soldats algériens, sous le commandement des officiers français. Qui a conquis l'Indochine? Soldats algériens. Qui a conquis le Maroc? Ce n'est pas les Français. Les Français, ils étaient 1000, 2000, j'exagère un peu, mais peut-être un peu plus. C'était les soldats algériens, les tirailleurs sénégalais. Parce que la France n'avait pas de ressources humaines. Donc je me dis, si on arrive à convaincre un Sénégalais d'aller conquérir le Maroc, ou un Algérien de conquérir le Maroc, ça s'est passé, c'est l'histoire. Si on a convaincu des Marocains d'aller mater le Viet Minh en Indochine après 1945, ils sont pas milliers, ils sont partis là-bas volontairement. On peut convaincre des Français ou des immigrés de banlieue d'aller conquérir le monde. C'est le projet de la Légion. Des Portugais, des Brésiliens, des Guinéens qui vont casser la gueule aux étrangers. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire là-dedans. Donc, bien sûr, quand je dis ça, je suis tout seul dans le désert parce qu'on dit oui, la violence, mais je dis la nature humaine est violente. Et je préfère que la violence ne s'exerce pas chez moi, mais ailleurs. Ça peut être un impérialisme bureaucratique, technique, hein, le climat, je ne sais pas quoi, mais je suis convaincu que ça passe par un projet où on sort les Français, parce que la France est un petit pays, il est confiné. Et quand on confine une chambre, ça sent mauvais, ça schlingue. Le pays schlingue aujourd'hui. Il faut aérer. Et il faut qu'on regarde au loin. Nous sommes un pays maritime. Ce sera mon dernier point. Deuxième domaine maritime au monde. Pourquoi on ne dit pas on va être la puissance du Pacifique ou de l'océan Indien? Et là, vous mobilisez les jeunes. Le Marocain est un excellent soldat, par exemple.
Bah, au lieu d'avoir des Marocains en banlieue qui brûlent des voitures, ils n'ont pas le monopole, et pas tous les Marocains font ça, bah, je préfère qu'ils soient à la Légion. Ou au navigateur pour dominer Djibouti, c'est ça qu'il faut positiver. Mais on ne positive pas qu'avec des polytechniciens ou des artistes. Ce que je reproche aux Français, quand ils te parlent d'islam, ils t'amènent le musulman qui boit du vin. Mais il ne m'intéresse pas, celui-là. Parce qu'il n'est pas armé. Il va pas ceux qui coupent les têtes, c'est des salafistes. Il faut m'amener un musulman, guerrier, que moi je pilote. Là, oui. Et là, on conquiert le monde. Et ça, bien sûr, c'est une révolution mentale qu'on doit faire. La France a changé pour toujours, à mon avis. Un cap a été passé. Il faut tout le logiciel doit être refait. Tout le logiciel doit être refait. C'est passionnant. C'est passionnant. Et les gens qui seront utiles, c'est les gens qui, à mon humble avis, vous proposeront ce projet-là. Sinon, on va se prendre le mur. On va se prendre le mur. Driss Ghali, merci d'avoir accepté de faire cet entretien édifiant avec nous. On le rappelle, mais notre dernier magazine sur la submersion migratoire est disponible sur notre site internet www.frontieremedia.fr. On espère vous revoir très bientôt à notre micro. Plaisir. Encore merci à vous. Merci et bon courage. Je vous souhaite un très bon boulot.